c'est lui qui reste allumé tout le temps pour être tout le temps connecté, c'est les batteries de nos appareils portables qu'il faut recharger tout le temps, c'est etc., etc. C'est là aujourd'hui qu'il faut insister pour qu'il y ait des règles d'usage, comme on a les classes pour les appareils électroménagers, etc., qu'on ait des classes de consommation énergétique pour nos appareils de communication. Enfin, il reste un dernier point sur l'empreinte énergétique et qui est suffisamment grave pour menacer quand même la planète de risque de conflit armé. C'est l'accès aux matériaux qui servent à faire nos outils. C'est l'accès au lithium, c'est l'accès à toutes ces terres rares, les lanthanides qui servent à faire les écrans tactiles, c'est l'accès aux matériaux les plus importants pour avoir des processeurs rapides, économes, etc., etc. Et donc qui sont là aussi inégalement répartis sur la planète et dont la consommation excessive aujourd'hui, ça se fait globalement, on creuse plus des mines, on rogne les montagnes jusqu'à accéder aux coupes, c'est ce qu'on appelle le nouvel extractivisme, et ce nouvel extractivisme qui s'exerce en Colombie, en Chine, etc., se fait pour fabriquer nos appareils. Donc là aussi, il faut qu'on y réfléchisse à ça, et il faut qu'on réfléchisse à un dernier point, c'est que nos appareils ne sont pas chers. Ils sont vraiment pas chers, nos ordinateurs, si on y réfléchit bien. Pourquoi? Parce que les ouvriers qui les produisent ne sont pas payés très cher. Or, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui commencent à se créer des syndicats dans la rivière des Perles, que des grandes grèves, les plus grandes grèves ouvrières ont lieu l'année dernière, du XXIe siècle, mais peut-être même du XXe siècle, elles ont eu lieu dans les centres de production de nos fameux appareils en Chine. Et que c'est parti pour se développer. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va augmenter. Ça va sacrément augmenter, et que donc on va peut-être se poser une autre question qui ne sera pas celle de l'effet rebond qu'on connaît à l'heure actuelle. On a un effet rebond parce que comme c'est pas cher, on peut changer d'ordinateur tous les 2 ans. On va peut-être y réfléchir un peu différemment quand les prix vont devenir plus raisonnables, c'est-à-dire que les travailleurs qui les produisent vont être payés normalement. Alors on a commencé donc à balayer beaucoup de choses et chemin faisant pour répondre à un certain nombre de critiques que l'on avait pointées. On a aussi parlé des potentialités du numérique, des potentialités émancipatrices du numérique. Il y a peut-être aussi des gens qui souhaitent intervenir déjà, poser des questions, rebondir sur ce qui a été dit. Un silence. Oui. Quand on a imaginé ce numéro, alors on était peut-être un peu caricaturaux, mais il fallait bien commencer. On était parti d'un a priori, alors je vous le donne brut de coffrage, et puis vous le prenez comme je l'ai dit, il est probablement excessif. On s'était dit, tout compte fait avec ce qu'on vit, on était en pleine période avec la Tunisie, l'Égypte, tout ça. On s'est dit en fin de compte, ben voilà, on est dans une des contradictions du capitalisme. Il se tire une balle dans le pied, jamais il aurait dû laisser Internet s'installer, parce que quand même, ça a l'air de les aider, tous ces gens-là. Alors, il nous a été répondu, oh, vous êtes complètement fous, parce que si le capitalisme solitaire a envie de tout verrouiller, eh bien, il verrouillera, puis vous verrez que ce n'est nullement une contradiction, c'est une production directe du capitalisme comme il a produit les voitures. Alors, dans tout ce qui a été dit sur les difficultés, les contrastes, les explications que vous avez données, je continue à me poser la question. Globalement, est-ce que une récupération totale est possible ou non? Parce que certains, quand on écoute Castel, ou quand on écoute Stallman, ou quand on écoute d'autres chercheurs de ce type, pour eux, c'est radical, c'est non. Bien sûr, partiellement, le capitalisme peut récupérer. C'est évident, et il y a des milliers d'exemples qui le prouvent. Mais, in fine, ça restera un outil d'émancipation plutôt qu'un outil d'asservissement. Alors, quand vous avez conclu, les uns et les autres, vous avez tous testé, il n'y avait aucune certitude. Alors c'est possible qu'aujourd'hui, il n'y a pas de certitude. Est-ce qu'il y en a une ou pas?
un peu. Parce qu'il y a quand même eu ces mouvements. Tous les films qui ont été montrés, quand on a discuté un peu avec des Tunisiens ou des Égyptiens ou d'autres, pour eux, il y a quelque chose d'assez formel. L'Internet, enfin le numérique au sens large, y compris la télévision, les a aidés. Donc là, ça a été quand même un plus. Oui, moi je pense pas qu'il y ait des instruments d'émancipation. L'émancipation, c'est toujours compliqué, et la liberté ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Donc un instrument, c'est un instrument. Alors, il y a des moments qui sont plus favorables, il y a des moments où c'est utilisé pour l'émancipation, puis il y a des moments où c'est repris en main par les pouvoirs institués. Il y a par exemple actuellement tout un ensemble d'entreprises chinoises qui s'engagent à contrôler le contenu du net. Mais d'un autre côté, vous avez des hackers qui développent des systèmes qui permettent de contourner ces systèmes. Donc c'est pas comme ça un instrument qui va nous ouvrir la voie vers l'avenir. C'est dialectique, c'est contradictoire. Et voilà. Mais sinon, je voulais répondre un petit peu sur le fait que les terres rares n'étaient pas rares. Les terres rares, il y en a partout. Simplement, il y avait eu un abandon de leur exploitation. Mais des terres rares, on en trouve partout. Et en plus, on peut se passer des terres rares. Donc je pense que ce sont des problèmes à court terme. Si vous voulez. Il y a plein de choses qui sont à court terme, il y a des choses qui sont à beaucoup plus long terme. Alors moi, j'ai fait un article qui se situe un petit peu en dehors des autres articles, sur un niveau un peu plus profond, si on veut. Il s'appelait « De l'entropie à l'écologie ». Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème d'énergie, par exemple. On a un vrai problème d'énergie, là, mais ce n'est pas un problème... c'est un problème de transition, c'est un problème transitoire. De l'énergie, il y a tout ce qu'il nous faut avec le soleil. Moi, je déplore beaucoup qu'il y ait une écologie qui se limite à l'énergie. Il y a tout un pan de l'écologie, qui est l'écologie énergétique, et qui a voulu vraiment tout réduire à l'énergie, ce qui est absurde. Il y a tout un autre pan de l'écologie, qui est dominant actuellement, qui voudrait tout réduire à l'histoire de l'entropie. Il y a même une revue qui s'appelle Entropia. Et ces gens-là se réclament de Georgescu Roegen, qui, lui, pensait effectivement que l'entropie était inéluctable. Et quand on est là-dedans, effectivement, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'arrêter de respirer, parce que quoi qu'on fasse, on va épuiser notre capital. Alors c'est quand même très dommage que l'écologie se limite soit à l'énergie, soit à l'entropie, parce que ça ignore complètement le vivant. Alors c'est quand même dommage pour l'écologie, quand même. Parce que le vivant, ce qui prouve le vivant, c'est que lui surmonte l'entropie et qu'il a toute l'énergie qu'il lui faut. Et moi, je ne comparerais pas le numérique à l'imprimerie ou à l'écriture. Moi, je vais encore plus loin. Pour moi, le numérique, c'est quelque chose d'équivalent au passage de l'inerte au vivant. Donc, c'est nettement plus profond, la révolution qu'on est en train de vivre. C'est une révolution anthropologique dont, pour l'instant, on ne voit rien du tout. Il ne suffit pas d'utiliser des instruments numériques pour comprendre le numérique. Moi, je pense que, par exemple, une façon de comprendre mieux le numérique, c'est de faire de la programmation, mais de la programmation machine, ce que personne ne fait. Quand on comprend comment ça s'interface un programme, le software et le hardware, déjà on comprend qu'il y a deux choses très différentes. Le software et le hardware, ça n'a rien à voir, et pourtant ça marche ensemble. C'est exactement la même chose que l'esprit et le corps. On se pose des questions sur comment l'esprit peut-il mouvoir un corps, mais on a la réponse
dans la façon dont sont construites nos machines numériques. Quand on va faire du langage machine, donc on se rend compte qu'on a par exemple une unité minimum qu'on appelle le bit et qui a beaucoup fasciné les gens qui se sont dit ah, on peut quantifier l'information, sauf que le bit en lui-même, c'est rien. Le bit, c'est vous avez soit plus 1, soit moins 1. Voilà, on va dire que plus 1 c'est oui, moins 1 c'est non, ou on va faire avec des bits des chiffres booléens. On appelle booléen parce que c'est une algèbre qui a été inventée par Boole, qui a écrit un livre qui s'appelait Les lois de la pensée. Alors, ce n'est pas les lois de toute la pensée, mais c'est quand même les lois d'une bonne partie de la pensée. On le voit bien en utilisant nos appareils numériques. Et la façon dont ça s'interface, je ne vais pas m'appesantir sur cette histoire de langage machine, mais il faut savoir qu'on a des adresses mémoire. Dans ces adresses mémoire, on va mettre des valeurs. À partir de langage machine, on va faire ce qu'on appelle des moves, c'est-à-dire que vous allez prendre une valeur d'un endroit, vous allez mettre à un autre. On va comparer ces valeurs donc, de manière électronique. Les comparer, ça veut dire que vous allez soustraire une valeur à l'autre. Si le résultat est 0, ça veut dire qu'elles sont égales. Si une chaîne est plus grande, vous aurez un chiffre plus grand. Si c'est plus petit, vous aurez plus petit. À partir de là, le programme il va faire des sauts. C'est-à-dire que si c'est 0, il va faire telle instruction. Si c'est pas 0, il va faire une autre instruction. C'est-à-dire qu'il va faire une réaction conditionnelle. Or, les réactions conditionnelles, c'est à la base de la vie. Dans l'ADN, par exemple, la façon dont marche l'ADN, ce sont des réactions conditionnelles. C'est-à-dire qu'il faut, vous avez une molécule qui arrive, qui va faire que ça va faire qu'il y a un gène qui va s'exprimer, et que ça va faire une réaction conditionnelle. Donc on est bien dans une analogie avec le vivant. Et cette analogie avec le vivant va permettre de surmonter l'entropie, ce qui est bien notre enjeu actuel. Parce qu'il y a effectivement une entropie galopante. Il y a même une entropie qu'on peut appeler entropique. C'est-à-dire que c'est une entropie que nous-mêmes, nous produisons par notre activité et par notre industrie. Donc il faut effectivement contrer l'entropie. Donc c'est normal que les écologistes s'inquiètent de l'entropie. Mais il faut aussi qu'ils sachent qu'il y a des façons de surmonter l'entropie. Si on pense qu'il n'y a pas de façon de surmonter l'entropie, on est foutu. Or, une façon de surmonter l'entropie, ça va être grâce au numérique. Alors, je vais donner un exemple de la façon dont le numérique surmonte l'entropie. Tout ça va vous parler peut-être très peu, mais c'est pour montrer que l'entropie n'est pas quelque chose d'inéluctable, par exemple. Comment marche la numérisation par rapport à... je ne sais plus le mot. Enfin, quand vous avez des bandes magnétiques analogiques, voilà, quand vous recopiez une bande magnétique, vous lui rajoutez à chaque fois du bruit. Donc ça, c'est l'entropie. Quand vous faites une numérisation, vous allez couper un peu les vibrations, si vous voulez, vraiment, et vous allez retenir qu'une partie de l'information, celle qui est utile, par exemple, si c'est de la musique, pour que ce soit audible, et vous allez le remplacer par des 0 et des 1. À partir de ça, quand vous allez faire des copies, vous n'aurez plus du tout d'entropie. Pourquoi vous n'aurez plus d'entropie? C'est pas par miracle, c'est parce que vous avez un système de correction d'erreurs. Correction d'erreurs, c'est des choses qui sont très simples. On appelle ça soit la parité, soit vous faites une somme. Si vous envoyez, c'est un truc de communication, donc vous envoyez plusieurs, on dit des bytes, enfin, ou des octets, vous en faites la somme, et vous voyez, quand vous recevez la somme, si elle est conforme à ce que vous avez reçu. Si ce n'est pas conforme à ce que vous avez reçu, vous allez envoyer un message pour dire « c'est pas bon, il faut me le renvoyer ». Ce système de correction d'erreur va faire que la copie que vous ferez, elle sera intégralement identique à ce que vous aviez au départ, sans aucune perte, sans aucune entropie. Et c'est aussi ça qui va permettre toute la gratuité, le fait de pouvoir reproduire comme ça de manière exponentielle,
c'est ce qui va aussi permettre sur le réseau d'avoir toute la gratuité numérique. Il faut rajouter à ça, parce que donc je vous ai dit qu'il fallait vérifier, par exemple, vérifier que c'est bon avec le code d'erreur pour voir si c'est bon. Mais ça veut dire qu'on a besoin d'un feedback. C'est-à-dire que on envoie les données et on ne sait qu'elles sont bonnes que lorsqu'on a une réponse qui dit que c'est bon. Ça, c'est à la base de la cybernétique. La cybernétique a très mauvaise presse et le mot ne reste presque que dans le cyberspace ou des choses comme ça. Mais en fait, la cybernétique, elle nous apprend des choses très importantes. Elle nous apprend qu'on ne peut pas tout programmer. Elle nous apprend qu'il y a beaucoup de choses, on serait incapable de les programmer. La seule façon qu'on a de faire, c'est de se régler sur le résultat, comme un thermostat. Quand vous mettez votre thermostat à une température donnée, vous ne savez pas combien d'énergie ça va utiliser, mais la température mesurée va permettre de savoir s'il faut chauffer encore ou s'il faut chauffer. Et bien, ce sont ces principes-là qui sont à la base du numérique, qui, à mon avis, vont permettre de surmonter l'entropie anthropique. Alors, ça n'est pas fait, mais c'est dans cette direction-là, en tout cas, qu'il faut aller. Une autre chose, quand même, qu'il faut retenir de ces systèmes de correction de l'entropie, c'est que ces corrections de l'entropie sont toujours locales. On ne peut pas supprimer l'entropie, si vous voulez, globalement. On ne va pas faire une loi qui va faire qu'on va supprimer l'entropie. Ou on ne va pas faire une organisation sociale qui va faire qu'on ne consommera plus rien et qu'il n'y aura plus d'entropie nulle part. À chaque fois, l'inversion de l'entropie, elle est locale. Et non seulement elle est locale, mais ça va être le résultat d'une activité constante. Et donc, pour tout ça, le numérique nous sera très utile pour arriver à traiter des problèmes qui ne seront pas à traiter une fois pour toutes, mais qui seront à traiter en continu. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant, mais voilà. Mais moi, je me situe, si vous voulez, à un niveau qui est beaucoup plus abstrait, si vous voulez, sur beaucoup plus long terme, mais c'est aussi, je vous dis, pour sortir des conceptions de l'écologie dominantes actuellement et depuis longtemps, mais qui ne sont quand même pas les seules, qui sont les écologies énergétiques et les écologies qui sont basées uniquement sur l'entropie. Les vrais écologues, ceux qui s'occupent vraiment de l'écologie des milieux, eux, ils ne sont pas du tout réduits ni à l'énergie ni à l'entropie. Et eux, ils doivent traiter des choses beaucoup plus complexes et où l'information a beaucoup d'importance. Et donc, je pense qu'on rentre là dans une véritable nouvelle civilisation, un nouveau stade cognitif qui est le stade de l'anthropocène. Et donc, tous les petits problèmes qu'on se pose, tels qu'ils ont été dit là, me semblent des problèmes transitoires, des problèmes qui sont l'arbre qui cache la forêt. On est vraiment rentré, je crois, dans une très grande rupture qui est encore plus grande que celle qu'on a eue au moment du néolithique, même si tout ça peut paraître assez abstrait pour les gens. Voilà. J'avais vu une autre main qui s'était levée, oui, je vous en prie. Oui, moi je suis assez abasourdi parce que j'ai l'impression qu'il ne peut pas y avoir de débat, vu que les uns et les autres, enfin tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que vous appartenez tous à la secte des adorateurs d'Internet. Et moi j'ai été averti par quelqu'un qui a fait un article récemment dans le journal, Cédric Biaglini. Il m'a dit va vite voir à la mairie du 2e, là, il y a une bande de fous, les gens d'Ecoreb, qui ont fait un numéro spécial qui est absolument infâme et à dégueuler. Et dans son article du journal La Décroissance, sur une page, il explique pourquoi ce numéro d'Ecoreb est vraiment à dégueuler. Et là, le peu que je viens d'entendre, j'en ai la preuve. Déjà, le titre potentialité émancipatrice, c'est déjà dire que, de toute façon, ça va que dans une seule direction, l'émancipation. Moi, j'aurais voulu potentialité de destruction
de l'émancipation ou potentialité d'émancipation. Mais là, vous n'avez qu'une seule optique, l'émancipation. Et vous êtes de tels adorateurs d'Internet que vous croyez, comme au 19e siècle, pour les microbes c'est la génération spontanée, hein, ça apparaît comme ça, et vous croyez à la génération spontanée des ordinateurs. Les ordinateurs, mais ils apparaissent comme ça, puis il y a juste à bien les utiliser. La preuve, M. Bayard a parlé d'appropriation, mais s'approprier, moi personnellement, après être écologue, j'étais en juillet 68, donc ça fait un bout de temps, au premier colloque à l'UNESCO sur la situation de la biosphère, où il y avait aussi, vous devez le connaître, Jacques Greenwald. Donc l'écologie, je connais pas mal. Les écologistes, c'est ceux, par exemple, qui ne parlent jamais de développement durable, entre parenthèses, parce qu'ils savent traduire sustainable, par exemple. Et après, je suis devenu ethnologue, et je me suis spécialisé peuples isolés d'Amazonie. Vous savez peut-être qu'il existe 95 peuples actuellement qui ont des haches de pierre, qui ne savent pas que Christophe Colomb a débarqué en Amérique du Sud. Bon, c'est parmi ces peuples-là que j'ai vécu une quinzaine d'années. Et les gens chez qui j'ai vécu, la technique, ils se l'approprient, ils savent fabriquer, ce qui fait partie de leur quotidienneté. Monsieur Bayard, allez-y, fabriquez-moi, là, tout de suite, l'ordinateur, appropriez-vous l'outil. Vous savez aller chercher les matières premières dans la nature, vous savez les travailler, vous savez fabriquer votre ordinateur. S'approprier, c'est ça, c'est avoir une relation de transparence avec tous les outils, tous les instruments qu'on utilise dans la vie quotidienne. Si vous ne savez pas fabriquer les outils que vous utilisez dans la vie quotidienne, il n'y a pas de transparence, il y a opacité, et pour moi, ça casse le lien social, ça casse la possibilité de bonheur, et ça va vers une société de plus en plus imbuvable. Les gens vont de plus en plus se suicider, de plus en plus consommer des tas de substances pharmaceutiques pour essayer de vivre un peu mieux, mais on va vers un monde de plus en plus fou. Avec ce monde,